pardonner l'inacceptable, trouver son bonheur, le pouvoir d'être femme, le silence, secouer le volcan intérieur, Colibri, centre des femmes présentes, des mots sur des mots. Des mots sur des mots. C'est une série balado où vous découvrirez le parcours de femmes qui ont témoigné de violences sous toutes ses formes et qui ont cheminé grâce à leur relation à l'art. Elles nous partagent les formes d'art qui les ont accompagnées et qui leur ont permis de transcender des circonstances difficiles de leur vie. Je suis Nathalie Nadon et accompagnée de Faiza Delaoui et de Mathilde Ouchegnon, je vous propose de rencontrer des femmes inspirantes et lumineuses. Faiza, tu es allée à la rencontre de Nafou. La rencontre avec Nafou Siatou a été transformatrice. C'est un bonheur de l'avoir rencontrée, d'avoir discuté avec elle. Des 5 mots qui sont ressortis de sa conversation, de notre échange, c'est vraiment l'expression « secouer le volcan intérieur » qui me reste en tête et qui continue de résonner en fait, de bouillonner même en moi. Pourquoi volcan intérieur ? Vous voyez comment ça fonctionne, hein, un volcan, là il y a un peu ces 3 étapes, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, cachées, ça c'est l'utilisation de l'écriture en fait pour elle, c'est ce temps long, puis d'un coup ça explose, ça illumine, ça vient à notre face, ça c'est son rire et sa force de parole, puis ben les cendres retombent, ça c'est sa capacité incroyable de pardon et de continuer d'avancer qui nous marque. Je suis issue d'une famille qui a connu la violence. J'ai même connu aussi la violence et après je me suis retrouvée dans un mariage où il y avait la violence. Alors, arrivé à un moment donné, c'est comme si la tête en a marre, il y en a trop. Il faut faire sortir. Et moi, la façon que j'ai trouvé de faire sortir, c'est d'écrire. Et j'ai dit merci à l'univers qui me donne ce pouvoir de pouvoir écrire. Donc, on dirait peut-être qu'un de mes pouvoirs, c'est l'écriture. Tu parles aussi du silence, ce silence que peut-être tu as eu à gérer, à accepter, jusqu'au moment où tu te sentais prête de partager cette existence. Comment est-ce que enfant ou dans une famille on commence à se rendre compte de ce que c'est que la violence? Comment est-ce qu'on se rend compte? Mais je dirais que moi je suis née là-dedans, je l'ai trouvé. Donc disons que ça fait partie de ton quotidien. Et puis par la force des choses, moi, je dirais qu'à un moment donné, je n'étais pas avec mes parents parce que moi, j'ai quitté mes parents quand j'avais 7 ans. Pas parce que je le voulais, mais parce que mon père avait voulu qu'on aille connaître sa culture chez lui. Mon petit frère et moi, on était chez ma tante. Et de là, j'ai fait tout mon cycle primaire là-bas. Et ensuite, j'ai été recueillie chez un oncle chez qui j'ai fait mon cycle, disons, ici on va dire le collège, je ne sais pas, le secondaire. Et la nature a tellement bien voulu faire les choses que je me suis retrouvée dans une école de filles, une école d'excellence où pour être là-bas, il fallait être sélectionné au niveau national. Donc du coup, arrivé là, à cette place, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en moi là. Comme c'est l'adolescence, tu te retrouves dans un milieu très compétitif, mais en même temps, tu te retrouves avec des filles où c'était que des filles dans l'école. Les parents les appellent, les parents leur envoient des courriers, parce qu'en ce moment, ce n'était pas les courriels. Les parents viennent leur rendre visite, ça parle bien des parents, et toi, tu n'es pas capable de t'exprimer de cette façon-là de tes parents, parce qu'il y a cette boule-là que tu n'arrives pas à faire sortir. Alors moi, j'étais comme,
celle qui lisait beaucoup et j'étais celle qui était beaucoup dans les questions philosophiques. Alors là, mon enseignant de philosophie, c'était ma partenaire. Tout ce qui avait trait à la philosophie, à Épicure surtout, je me rappelle, et Aristote, ce sont des gens que je lisais beaucoup. Donc, du coup, peut-être c'est là que j'ai appris certaines choses où on va partir, notamment peut-être avec le pardon ou la spiritualité. C'est des choses que j'ai appris peut-être au lycée. On dira lycée, si on va dire au secondaire, des choses comme ça. Tu mentionnes, Nafou, une boule, une présence physique de cette violence. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment est-ce qu'elle grandit, cette boule? Comment est-ce qu'elle s'installe? Comment est-ce qu'elle s'installe, cette boule? Ben, inconsciemment. Tu nais dans un milieu où il y a déjà de la violence. Tu grandis dans le milieu où la violence est. Ben, ça devient ton environnement naturel. Et pendant l'enfance, tu n'es pas capable de l'exprimer. Tu sais, la famille africaine, surtout moi, dans la tradition de chez moi, c'est l'homme là. La femme, elle n'a pas le droit à la parole. C'est vrai, en arrière, on sait que c'est la femme qui est puissante, qui fait les travaux, qui ramène tout ce qu'il faut à la maison. Mais en avant, c'est l'homme qu'on voit. Et c'est lui qui met sa puissance là, sa force là qu'on voit. C'est pas la femme qu'on voit. Et elle n'a pas le droit d'exprimer son senti. Elle n'a pas le droit d'exprimer ce qui la dérange. De plus, je suis une fille à qui je vais... Ma mère, elle n'a pas de pouvoir. Elle ne sait pas à qui parler. Moi, je la vois. Je ne peux pas lui parler de ce que je vis, de ce que je ressens. Elle le sait, nous vivons tous la même chose. Donc, en tant qu'enfant, tu n'as pas de référent. Et tu gardes ça en toi. Tu avales toutes ces choses-là et tu grandis avec. Ce qui va t'amener même à faire des choix dans ta vie qui font comme... C'est une fuite que tu essaies de faire. Fuir ce qu'il y a. Fuir ton environnement. Fuir cette réalité-là en pensant trouver mieux ailleurs. Mais le problème, c'est que tu n'as pas guéri. Tu n'as pas pris la peine d'être en face de ce que tu vis. Et ça va se reproduire. Est-ce que cette violence t'a poursuivi? Mais oui, puisque je suis rentrée dans un foyer où j'ai vécu la violence jusqu'à ce que je dise non, ça n'est assez. Il faut que j'arrête là. Oui, mais la violence que moi j'ai vécue dans mon foyer est différente de celle que j'ai vu ma mère vivre, dans ce sens que je ne sais pas si c'est le pays qui... Les pays sont différents, les lois sont différentes, les réalités sont différentes, parce que la violence que ma mère et nous, comme la violence familiale que nous avons vécue, tout le monde était mis dans le même pot. Comme maman, elle subissait, nous aussi, on subissait. Mais ici, je dirais la violence physique, mes enfants ne l'ont pas vécue. Moi, je l'ai vécu et la violence psychologique. Certainement que mes enfants ont vécu la violence psychologique. Parce que oui, il y a de la colère partout, tout le monde est sur les nerfs, et ça ne va pas sans eux. Mais c'est vraiment différent de ce que moi j'ai vécu parce que j'avais et la violence psychologique et la violence physique. Et il n'y a pas d'organisme pour la protection. Tu ne sais pas vers qui tu vas te diriger. Et le truc, c'est que même si tu avais quelqu'un vers qui te diriger, mais la culture, la tradition fait que tu ne peux pas en parler. Tu n'as pas le droit. On va te parler de respect des aînés, on va te parler de... Je sais pas, c'est toi qui es en erreur. C'est pas l'adulte qui est en face qui est en erreur. Non, c'est toi l'enfant qui ne respecte pas. C'est pourquoi tu subis ça. Comment est-ce qu'on commence à se sortir de ce cycle-là? Qu'est-ce qui t'a permis d'en sortir? Qu'est-ce qui m'a permis d'en sortir? Mais parce qu'à un moment donné, tu en as marre. Mais je pense que l'âge aussi a eu un impact. Et
Parce que si j'avais des objectifs de vie, j'avais un plan de vie que je voyais que je n'allais pas dans la direction de mon plan de vie. Donc, du coup, tu commences à comprendre et tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Tu as l'impression de passer ta vie à côté, tu as l'impression que rien n'est réussi. Et tu vois tes enfants. Oui, une des choses là, ce sont tes enfants. Est-ce que je vais les laisser grandir dans un environnement pareil? Sachant que moi, j'ai vécu dedans et j'ai vu ce que ça a sur moi comme conséquence. Est-ce que je vais permettre à mes enfants de vivre cela, de subir cela? Non. À un moment donné, oui, tu prends tes responsabilités face à ce que tu vis. Il y a la prise de conscience. Ensuite, tu acceptes que oui, peut-être j'ai fait une erreur ou bien je vis quelque chose. C'était pas de ma faute c'est pas ma faute si j'ai vécu cela. Maintenant, j'accepte cette situation-là, que c'est comme ça. Et je me dis, OK, maintenant, je prends mes responsabilités face à cette situation-là. J'ai ma prise de conscience, l'acceptation et maintenant la responsabilité maintenant face à la situation. Alors, la responsabilité, c'est quoi? Est-ce que je reste là-dedans en sachant que oui, je n'aurai pas ce que je veux, je vais toujours subir, mes enfants vont subir? Ou est-ce que je dis oui, c'en est assez, je tape sur la table et je pars, je prends mes responsabilités, je me dis oui, je vais souffrir à un moment donné, je vais peut-être tourner, ça va être un trou noir à un moment donné, mais on va finir par s'en sortir. Il y a toujours une lumière quelque part qu'il faut apprendre à regarder et surtout de donner de l'espoir et donner de la chance à ses enfants. Qui t'a aidé ou quoi t'a aidé sur ce chemin-là, vers cette lumière que tu voyais? Oh, disons dans mon adolescence, un de mes refuges, c'était les livres. Oui, c'était la bibliothèque, c'était les livres. Même aujourd'hui, mon refuge, c'est la bibliothèque, c'est le livre. Si tu me cherches par moment, là, va me chercher à la bibliothèque, tu vas me trouver là. Fait que la lecture m'a apporté tellement de choses. J'ai découvert tellement de choses avec la lecture. Ça m'a aidé à aller au travers. Comme souvent, tu vas aller toucher, tu vas lire quelqu'un comme Louise Hay, tu vas lire quelqu'un comme Lise Bourbeau, tu vas lire quelqu'un comme, comment il s'appelle, Khalil Gibran, Paulo Coelho. Ce sont des gens, tu vas lire, qui vont venir te donner des conseils sans même te connaître. Hein? Et ça va un déclic dans ta tête et puis te dire, oh tiens, j'ai encore de l'espoir, juste à prendre ma vie en main et puis voilà, sortir de là. Je suis aussi quelqu'un qui œuvre beaucoup dans le communautaire. Donc ça m'a aidé mais justement, c'est ce qui m'a conduit jusqu'à toi, Faiza, aujourd'hui. Hein? Ça m'a aidé à sortir de l'isolement. Ça m'a aidé à rencontrer d'autres personnes, à voir aussi des personnes qui vivaient la même chose que moi et qui avaient réussi à s'en sortir. Ça m'a aidé aussi à voir aussi le bout du tunnel parce que je me dis, oui, il y a des ressources, il y a des personnes qui sont là, il y a une écoute. Si tu sais chercher, vraiment, tu vas le trouver. Et oui, ça m'a aidé à sortir de là, oui. Et l'écriture, bien sûr, ça. D'ailleurs, une des façons pour moi d'exprimer ce que je ressens, c'est d'écrire. Écrire. Mais souvent, ça n'a aucun bon sens ce que j'écris, ça n'a aucun sens. Je prends mon crayon, je prends ma feuille, ma tête est bourrée. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que ça sorte de ma tête, que ça libère ma tête. Alors, je prends mon crayon, je prends ma feuille et j'écris. Sans structure. Je ne fais pas attention aux fautes, rien. Je verse sur le papier et c'est tout. Quitte à brûler après ou à déchirer ou à garder, ça dépendra. Mais il y a beaucoup qui se retrouvent brûlés. Tu es venu nous retrouver aujourd'hui avec des textes, avec ton carnet même. Au moment où on en est de notre conversation, quel est le texte que tu veux nous lire? Disons que j'ai plusieurs textes dans la tête. Mais un texte qui m'a vraiment marqué aussi, c'était celui du pardon. Parce que je me dis, tu sais, rien ne nous arrive dans la vie par hasard.
Et je me dis, toute situation désagréable que tu vas vivre est là pour t'apprendre une leçon. Et la situation va se répéter jusqu'à temps que tu comprennes et que tu fasses ce qu'il y a à faire. Alors, le pardon est important pour moi. Pour moi, même pas pour celui qui m'a offensé, mais pour moi, parce que ça me permet de me décharger, ça me permet de pratiquer le lâcher-prise, ça me permet aussi d'avoir de l'espoir pour demain. Alors, un des textes ici, offre ton pardon. Et on va commencer pour dire, ce texte-là, il m'est venu comment? J'avais mal ce jour-là. Honnêtement, j'avais très mal pour des choses qu'on m'avait faites qui sont allées me chercher très loin. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire face à cette situation? Qu'est-ce que je fais pour ne pas me rendre malade avec ça? J'ai fermé les yeux. J'ai fait ma petite prière interne. Et puis, c'est ça qui m'est venu en tête. Et je l'ai écrit. Je l'ai publié comme ça sur ma page. Pour toutes ces choses qui te brûlent le cœur, offre ton pardon. Pour toutes ces railleries dont tu as été l'objet, offre ton pardon. Pour tous ces actes ignobles commis qui t'ont souillé jusque dans les os et t'ont arraché trop tôt à l'insouciance de l'enfance, offre ton pardon. Pour tous ces grotesques mensonges formulés contre ta personne, offre ton pardon. Pour cet associé malhonnête qui a abusé de ta confiance, offre ton pardon. Pour ce collègue traître qui t'a torpillé auprès de ta hiérarchie, offre ton pardon. Pour toutes ces trahisons de proches pour qui tu mettrais la main au feu, offre ton pardon. Pour ce partenaire qui, au lieu d'être ta corde, a choisi de te briser les côtes, offre ton pardon. Pour tous les coups de poignard reçus de face comme dans le dos, offre ton pardon. Pour ce séjour passé injustement dans le trou d'une géole, offre ton pardon. Pour tous ces crimes qui t'ont arraché des êtres chers, offre ton pardon. Offre ton pardon. Surtout pour le repos de leur âme. Mais le pardon n'est pas facile à offrir. Oh oui, c'est plutôt facile à écrire et à lire. Je le sais. La douleur est souvent tellement vive. En plus, il y a cette grosse voix qui ne cesse de secouer notre volcan intérieur. Notre ego se sent tellement piétiné qu'il devient inacceptable pour lui de pardonner ou de parler de pardon. Où est-ce que tu en es aujourd'hui, plusieurs mois après avoir évoqué, c'est une évocation, c'est une prière face à cette trahison pour retrouver ta sécurité, pour retrouver ta paix? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que j'en suis? J'en suis allée faire un voyage à l'intérieur de moi-même parce que je cherche à comprendre à l'intérieur de moi tout ce que j'ai vécu ou qu'est-ce qui a amené tout cela et comment je sors de cela et peut-être éventuellement demain être une aide pour quelqu'un d'autre. Et j'en suis rendue aujourd'hui à apprendre sur moi. Je suis curieuse de savoir, tu nous as parlé de l'importance de la lecture, du pouvoir que la lecture a eu pour toi, pour t'accompagner dès ton adolescence. À quel moment est-ce que tu as pris le stylo ou le clavier et tu as commencé à écrire? Depuis l'adolescence. Ok, parle-nous. Est-ce que tu te souviens même peut-être ce moment-là où tu t'es dit, je lis, maintenant je ressors ce que j'ai en moi, j'ai besoin de le sortir. J'avais toujours mon carnet. Moi, j'avais toujours mon carnet où j'écrivais. Ma meilleure amie d'ailleurs, depuis le lycée, on est ensemble, ça fait plus de 20 ans maintenant, elle me disait, mais toi, depuis quand tu vas publier? Parce que depuis le lycée, tu ne fais qu'écrire. Je me demande combien de carnets que tu as maintenant. J'ai toujours écrit depuis l'adolescence. Mais parce que, oui, à un moment donné, là, ça va être une histoire où quand tu prends cette phrase où, dans le texte, on te dit pour tous ces actes ignobles commis qui t'ont souillé jusque dans les os,
j'ai connu le viol. En plus d'être dans une famille où il y a la violence, tu subis encore le viol répété. Donc, du coup, à partir de là, il fallait que je fasse quelque chose. Et c'était l'assistante sociale de l'école qui me disait, quand j'étais encore adolescente, là, au secondaire, qui me disait, une des façons que tu peux trouver, c'est d'écrire les choses qui te viennent en tête. Et je sortais, j'écrivais. C'est ordonné, c'est structuré, je ne sais pas. C'est correct, je ne sais pas. Mais j'écrivais et j'avais toujours mon carnet avec moi. C'est ça. On parle de ce processus de guérison, donc tu as utilisé l'écriture, tu utilises la lecture. Dans un autre de tes textes, tu dis « Jamais tu ne te laisseras casser ». Effectivement, malgré les violences que tu as vécues, sous leurs différentes formes que tu viens d'évoquer, c'était une violence que tu as vécue en famille. Qu'en est-il des autres autour de toi? Mais honnêtement, ce n'est pas facile. Tu sais, il y a une citation que j'ai imprimée qui reste dans mon carnet qui dit que tant que tu n'auras pas soigné tes blessures, tout ce que les autres feront pour pouvoir t'aider, tu vas toujours trouver ça gauche. J'essaie de paraphraser là, tu vas toujours trouver ça comme mauvais pour toi. Pourquoi? Parce que tu en as tellement dedans. Ça fait que souvent, c'est difficile d'offrir son aide. Moi, je vois mes petits frères, je vois la souffrance qu'il y a à l'intérieur d'eux. Je vois ma petite sœur, ce qu'elle subit. Je vois aujourd'hui, elle s'est attrapée une maladie, la colopathie. Je sais d'où ça vient. Je lui dis, j'essaie de lui parler, mais tu sais, tu ne peux pas. Tant que toi-même, tu n'as pas encore fait le processus complet, tu n'es pas outillé comme il faut. Et souvent, chacun il va de ses moyens. Il y en a qui vont l'exprimer par l'agression, par l'agressivité. Il y en a qui vont être dépendants, soit une dépendance affective, soit une dépendance à la drogue, à l'alcool. Chance encore pour nous, on n'a pas connu cette histoire de drogue, alcool et autres, mais les gens autour de nous souffrent. Et ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de ça. Tu sais, ce sont des histoires de famille. Et la famille, c'est sacré. Surtout pour certaines cultures, la famille, c'est sacré. Donc, on n'a pas envie forcément que les gens connaissent notre histoire. Et je t'avoue, là, il m'a fallu passer par plusieurs étapes pour que je puisse m'asseoir aujourd'hui pour parler de ça avec toi. Il y a peut-être 7-8 ans en arrière, je n'étais pas capable. Même de parler de ce que j'ai vécu en tant que viol, je n'étais pas capable d'en parler à quelqu'un. Mais aujourd'hui, j'en parle et je ris. Je pense que je suis passée à un certain niveau maintenant, là. Comment est-ce que tu nous conseilles de faire attention les uns aux autres? Comment est-ce qu'on peut connecter? Comment est-ce qu'on peut poser ces questions-là? Comment est-ce qu'on peut aller voir, en fait, sentir, entendre? Comment est-ce que la personne se sent en face de nous? Vraiment, derrière ce sourire, derrière ce rire. Derrière ce sourire. Moi, je peux te dire qu'au moment où je souffrais, j'étais la fille qui souriait le plus. On m'avait même cataloguée comme la fille qui riait à gauche déployée à l'école. Mais c'est une période où je souffrais beaucoup. Alors, le rire ou le sourire était pour moi cette façon-là de cacher ce que je ne voulais pas que les autres voient, de pouvoir aussi m'intégrer de me faire accepter avec les autres, par les autres. Comment est-ce qu'on va aller rentrer en contact avec quelqu'un qui vit ça? Mais disons que c'est pas toujours facile. Et moi, je pense qu'on devrait apprendre à se regarder dans les yeux. On devrait apprendre à parler le langage du cœur, comme diraient ceux qui font la comment vous appelez, la CNV, la communication non violente, là. Ils vont te parler du langage de girafe. Mais tu sais, moi je dis toujours, ce que tu vis en dedans, ça va se refléter sur ton extérieur. Regarde les gens qui sont autour de toi, les gens avec qui tu es en contact. Comment est-ce que tu vois l'environnement de la personne? Comment est-ce que tu vois la personne malgré le sourire que la personne t'offre? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à stresser rapidement? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à se mettre en colère rapidement? C'est des choses qui viennent cacher des choses. Donc, et toi-même, quand tu es
à côté de cette personne-là, qu'est-ce que tu ressens? Mais ça va aller sur un autre plan là, mais qu'est-ce que tu ressens? Et comment est-ce que tu te sens avec ce que tu ressens? Parce que là, par exemple, moi, ce que je ressens chez toi, c'est de l'accueil, je ressens de l'amour, je ressens, je ne sais pas, de la compréhension. Et ça me met en confiance. Je me sens confiante de me confier à toi. Je me sens accueillie, je sens une oreille qui m'écoute. Parce que tu me regardes dans les yeux, parce que tu me regardes avec les yeux du cœur. Tu ne me regardes pas avec ta tête seulement. Tu veux comprendre. Chacun y va de ses moyens, mais vraiment, c'est d'apprendre à faire attention à son senti, à son ressenti, à côté de ces personnes-là. Parce que tout n'est pas écrit sur le front. Au contraire, les plus profonds ne sont même... Parce que même nous-mêmes qui vivons la violence, on n'est pas souvent apte à accepter. On ne veut pas l'accepter. On est souvent dans le déni. Non, je ne veux pas accepter, donc je n'en parle même pas à quelqu'un. C'est moi, tu vas voir dans toutes les associations, en train de faire toutes les activités à gauche, à droite. C'est moi, L'actualité nous le dit, là. Comment est-ce que les gens ont... Quelqu'un qu'on voyait comme tout souris, sur les plateaux, on s'est dit, il a tout, et on apprend qu'il se suicide. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On n'a pas appris à écouter. Quels sont les retours que tu as des femmes qui te lisent? Qu'est-ce qu'elles te confient? Qu'est-ce que ça apporte pour toi de partager tout ce que tu as vécu? Mais au départ, quand j'ai commencé à publier les textes, là, j'avais pas l'intention que ça soit quelque chose qui va loin. Moi, pour moi, je le fais sortir. Mais après, j'ai vu que les gens, ils m'écrivent en privé. Oh, il y a le message d'une qui m'a choquée une fois, où elle vivait vraiment encore dans la violence. Et elle me disait en privé que là, actuellement, elle avait le bras cassé, elle avait un plâtre et qu'elle avait le pied qui était aussi enflé, là où elle m'écrivait, là, et qu'elle a déjà perdu des grossesses à cause de la violence. Et je lui disais, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Sa réponse va te surprendre. Elle m'a dit rien. Je lui ai dit, comment rien? Elle m'a dit, ça me plaît comme ça. Je lui ai dit, comment est-ce que ça te plaît comme ça? Mais pourquoi tu es venu m'en parler inbox si ça te plaît comme ça? Elle dit non, que j'aime mon mari. Ça ne me dérange pas de rester là-dedans. Mais quelqu'un comme ça, j'étais désarmée, je ne savais pas comment l'aider. Parce que oui, et en plus, c'est la barrière. Moi, je suis ici. Tu sais, les réseaux sociaux, ça va partout. Elle était quelque part au Cameroun. Mais aux dernières nouvelles, là, parce qu'on avait une amie, pas une amie, c'est des connaissances de Facebook. Je pense que c'était sa sœur, parce que c'est elle qui l'avait invitée sur ma page pour venir lire le texte. L'année dernière, je pense que j'ai vu, malheureusement, elle est passée de vie à trépas. Elle est morte. Sa sœur a fait le texte. Finalement, ça l'a emporté. Et même ma mère, elle me dit, toi, tu es forte. Toi, tu as pu t'en sortir. Tu as pu, à un moment donné, dire non. Mais elle n'a pas pu, ma mère. Parce qu'il y a l'histoire aussi de ma mère qui est là. Et tu sais comment finalement, elle est sortie hémiplégique. Hémiplégique, elle a fait une crise d'AVC. Elle a un côté qui ne fonctionne pas comme il faut. À quoi ça rime tout ça? Et ma dernière conversation sur le sujet avec elle, c'était en été quand j'ai essayé de lui parler parce que j'étais partie en vacances là. Et je lui disais que, mais pourquoi tu n'es pas partie? Elle m'a dit, ce n'est pas parce que je ne voulais pas partir. Mais il avait réussi à me couper de tout le monde. Et même dans les communications, souvent il disait, et là ça je l'ai vécu en direct, où il disait que tu n'as pas de famille, c'est moi ta famille, c'est moi qui suis là. Et même si ta famille vient, je t'ai mariée, tu m'appartiens maintenant. Ta famille n'a plus rien à dire. Et elle m'a dit à un moment donné où elle en avait eu marre,
où elle a décidé de partir. On n'était que 4 en ce moment. Et son père n'étant plus vivant depuis, ses parents lui ont dit quoi? Et la famille, ses frères lui ont dit quoi? Et ton mari, c'est ton mari, tu retournes chez ton mari. Il n'y a plus ta place ici. Tu t'es coupé de nous. Tu vois, finalement, même sa famille s'est retournée contre elle, où on dit qu'elle s'est coupée de la famille, alors qu'elle n'avait aucun pouvoir d'être en contact avec eux, parce qu'il avait réussi à la couper de tout le monde. Aussi bien financièrement, aussi bien psychologiquement, mentalement. C'est comme, tu n'es plus rien là. Tu dépends tellement de la personne que tu ne sais plus ta vie, c'est quoi. Tu t'identifies à la personne. Donc, ouais, les histoires sont... Et il y a des filles qui vont te dire, sans lui, je ne peux pas vivre. Il me donne ceci. Mais si on prend le matériel, tu vas les voir, elles ont les sacs de marque. Elles sont dans une grande maison pour certaines. Elles ont ce qu'elles veulent matériellement. Mais il est absent. Et chaque fois qu'il est là, c'est... Voilà, sa force d'abord. Ce que lui, il veut d'abord parce qu'elle veut. Mais elle, comme pour certaines, elles sont coupées de la famille ou pour certaines, elles préfèrent rester dans le luxe qui est là, le luxe apparent. Hein. Elles vont te trouver tout ce qu'il faut pour justifier ses actes. Comme, il a trop de problèmes avec sa famille, il n'a pas connu ses parents, il a vécu la violence dans sa famille, c'est pourquoi il est comme ça, il va changer. On se nourrit d'espoir, mais ça ne changera pas. Il ne changera pas du tout. C'est comme ça qu'il est. Pour ceux qui acceptent d'aller en thérapie, mais ce sont des gens qui ont leur ego tellement qui est tellement développé aussi que leur parler de thérapie, souvent, tu vas t'en sortir avec une paire de gifles, là, et peut-être avec des dents qui se retrouvent à 10 000 km de toi. Tu as eu des conversations très difficiles avec ta maman. Oui. Je me demande si tu as eu certaines conversations déjà avec tes enfants. Parce que c'est là aussi que les choses s'arrêtent. Par cette parole, ce tabou qu'on lève, de partager de nouvelles choses avec nos enfants. Oui. Alors, avec mes enfants, c'est pas toujours facile. La plus petite, elle n'a que 5 ans. C'est des choses qu'elle ne comprend pas vraiment. Mais avec la plus grande, qui est très mature d'ailleurs, que je trouve pour son âge, on a des conversations ouvertes. Moi, je lui dis, ce que j'ai vécu, tu n'as pas à le vivre. Tu l'as vu, tu sais ce qui s'est passé. Mais peut-être c'était mon choix de vie à un moment donné et que moi, aujourd'hui, j'ai décidé que ce n'était plus un choix qui était bon pour moi et je le laisse tomber ce choix-là et je continue mon chemin. Alors, tu n'as pas... Je sais que quand on est enfant, c'est l'éponge. On va absorber tout ce qu'on a vécu. Je lui ai dit, ce n'est pas la réalité qui est là. C'est cette réalité qu'on vit, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas une vérité et tu n'as pas à vivre ça. Donc, prends la graine, on parle comme de grande sœur à petite sœur. De toutes les façons, mes parents ne sont pas ici. Donc, avec qui je vais parler? Avec mes filles. Et je leur dis, la vie, là, tout n'est pas aussi comme ça devrait être difficile. Non. Fais ce que tu aimes. Et d'ailleurs, Dieu merci, la plus grande déjà choisit sa voie, là. Je la vois venir. Mais fais ce que tu aimes. Tu n'as pas à souffrir pour obtenir quelque chose. Quand tu fais quelque chose et que tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu ne le sens pas, ne le fais pas. Même si c'est moi qui te le demande, ne le fais pas. Dis-moi simplement, maman, je ne me sens pas avec ça. Est-ce que je pourrais laisser ça? Ça ne me dérange pas. Mais pour que j'arrive à ce stade-là, il a fallu que je fasse un travail sur moi. Il a fallu que j'aille chercher au fond, à chercher à me comprendre, chercher à comprendre aussi l'être humain. Je ne dirais pas que je connais, et je ne me connais pas d'ailleurs même. Je ne me connais pas encore. Tu parlais d'Épicure. Qu'est-ce que c'est que l'épicurisme? Est-ce que tu peux, pour ceux qui... Parce que moi, quand tu m'as parlé d'Aristote, épicurisme... Toi, tu vas l'expliquer. Il faut que je reprenne ma définition. C'est ça, il faut qu'on reprenne les définitions, c'est ça. Mais il faudra aller vraiment... C'est une façon de voir chaque jour et de trouver son bonheur à chaque jour. À chaque jour, dans ce qu'on a... Comme... D'ailleurs, même j'ai mon carnet de gratitude. Comme chaque jour... Je vais écrire même, je les appelle mes 3 trésors de la journée.
comme par exemple ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je vais l'écrire. C'est sûr que l'après-midi, le soir, ça va être un de mes trésors de la journée. Parce que c'est pas facile de venir s'asseoir, de parler de soi et qu'un jour ça puisse servir à quelqu'un. C'est une grâce que l'univers te donnera de pouvoir parler de ça. Si ça n'avait pas été utile, on ne t'aurait pas appelé ici. Donc, c'est vraiment de prendre chaque chose comme ça vient, oui, on parlera de vivre l'instant présent, on parlera de lâcher prise, on parlera... Enfin, tout ce que tu veux là, mais c'est vraiment ça là. Être dans la gratitude et puis voilà. Connais-toi toi-même, une phrase donc de Socrate. Ce voyage, cette aventure de se connaître, de se construire, de s'épanouir, sur lequel tu es, et ça se sent dans tes mots, dans ta voix, dans ton sourire, dans ton visage, là, que je regarde. Il t'emmène où? Tu es au Canada, tu es installée, elle va vers où, là, ta vie? J'ai aucune idée de ce que demain va m'offrir, parce que comme je ne savais même pas que j'allais rencontrer Faiza aujourd'hui, je prends la vie comme ça, mais je me dis, plus tu apprends à te connaître, plus l'univers t'amène là où tu dois aller. Est-ce que tu penses déjà à ton dernier texte? On écrit, est-ce qu'on pense à cette dernière phrase, dernier texte? On va se dire, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Non, parce que je pense qu'il y aura toujours quelque chose à dire. Que ça me concerne ou que ça concerne quelqu'un de proche ou que ça concerne une situation. Parce que écrire, tu sais, tu ne le commandes pas là. Voilà pourquoi j'ai toujours mon carnet sur moi. Tu ne le commandes pas. Je peux être assise dans la voiture, je peux être, je sais pas, en train de te parler, là, et puis ça va me venir, je vais commencer à écrire. Je ne le commande pas. Tout comme je peux avoir un blanc pendant un bon moment, j'ai aucune envie, j'ai rien. Donc, je ne peux pas te dire aujourd'hui quand est-ce que ça va être mon dernier texte ou je le sens venir mon dernier texte. Non. Tant que je vis, tant que l'inspiration va venir, je vais écrire. Imaginons que Nafou, à 5 ans, sait lire. Qu'est-ce que tu écrirais à toi-même? Tu as 5 ans, qu'est-ce que tu écrirais? Tu es belle. Tu es un rayon de soleil. Le monde t'appartient. Point. Merci beaucoup, Nafoussiatou, pour cette grande générosité que tu as eue aujourd'hui à partager tes émotions de vive voix au lieu au-delà en fait de ton écriture. C'est une grande force, un extraordinaire parcours que tu partages. Et c'est moi qui vous remercie. Et le merci, c'est pour nous tous parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce que ça pourrait apporter à quelqu'un demain. Donc, on va dire merci à l'univers de nous avoir réunis ici pour parler de cela parce que ce n'est pas des questions qui sont faciles à aborder. Tout le monde ne veut pas en parler et on a des gens qui souffrent. Mais peut-être cette entrevue pourrait aider quelqu'un. Donc, c'est moi qui vous dis merci. Le partage c'est pas unilatéral. J'en sors grandi. Parce que ça me permet aussi de mettre un mot sur des choses que peut-être je n'ai pas encore fait sortir. Tu sais, tant qu'on ne t'a pas posé des questions sur certaines choses, ça ne sort pas. C'est toujours là. Alors, merci à vous tous. Et j'espère que on en fera un bon usage. C'était Des mots sur des mots. Productrice, Nathalie Nadon. Productrice au contenu, Janie René. Réalisateur, Louis-Philippe Galland. Animatrice, Faiza Abdallaoui, Mathilde Ouchignon et Nathalie Nadon. Preneur de son, Marin Stemelen. Identité visuelle, Marie Rauque. Musique originale, Janie René et Louis-Philippe Galland. Cette série balado est produite par DMC Productions pour le Colibri Centre des femmes francophones du comté de Simcoe et profite de l'appui financier du gouvernement de l'Ontario.
Vous n'êtes pas seul. Des organismes sont là pour vous aider. Si vous nous écoutez dans la région de Simcoe, en Ontario, vous pouvez prendre un rendez-vous virtuel ou en personne avec une intervenante de Colibri, Centre des femmes, notre partenaire, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, composez le 705 797 2060 ou écrivez à info@centrecolibri.ca. Si vous nous écoutez d'ailleurs en Ontario et que vous avez besoin de soutien, contactez la ligne de soutien FemmeAide, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-877 336 2433. En cas d'urgence, faites le 911.